Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler du référentiel PVID avec deux invités, Hugo Magna, bonjour Hugo. Bonjour. Et Romain Santini. Bonjour. Pour discuter avec eux, les contributeurs Non Limite Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Marc-Antoine Ledieu. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulot. Alors, en préambule, Hugo, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Oui, bonjour à tous. Donc Hugo Magna. Donc effectivement, je travaille à l'ANSSI. Donc je travaille au bureau politique industriel de l'ANSSI. C'est un bureau qui a en charge, grosso modo, de connaître le plus possible l'offre cyber française et européenne et de les accompagner dans des démarches de qualification et certification auprès de l'agence. Donc c'est vraiment le bureau qui est le premier point de contact pour les industriels qui souhaitent rentrer dans des démarches de certification et de qualification auprès de l'agence. Et c'est également le bureau qui, du coup, gère les visas de sécurité de l'agence. Et donc dans ce bureau-là, pour ma part, j'ai en charge tout le périmètre relatif à l'identité numérique, la biométrie et tout ce qui est service de confiance, donc de l'horodatage électronique, de la signature électronique, des certificats, etc. Romain ? Alors pour ma part, Romain Santini, je suis arrivé à l'ANSSI il y a un peu plus de 5 ans maintenant. Je suis arrivé à l'ANSSI pour travailler sur la mise en place du règlement IDAS, qui a fait l'objet d'un précédent podcast au sein de Non Limite Sécu. Et depuis, j'ai pris la tête du bureau ICAR, ingénierie du cadre normatif et réglementaire de la sécurité du numérique, alors qu'il y a un titre un peu ronflant pour expliquer qu'on fait de la réglementation, donc soit on définit, on élabore, on maintient à jour la réglementation nationale. Par exemple, le référentiel général de sécurité, l'IGI 1300 sur la protection du secret pour les aspects cyber, et on décline, on aide à mettre en musique la réglementation européenne, avec typiquement le règlement IDAS. Alors, le référentiel PVID, qu'est-ce que c'est ? Donc le référentiel PVID, très simplement, c'est le référentiel d'exigence qui va nous permettre de certifier des prestataires de vérification d'identité à distance, c'est-à-dire des prestataires qui ont pour mission de s'assurer qu'une personne a bien l'identité qu'elle revendique dans le cadre d'une entrée en relation d'affaires avec divers fournisseurs de services, qu'ils soient publics ou privés, dès lors qu'ils ont besoin de vérifier l'identité de leurs clients ou de leurs utilisateurs. Alors, quelle est la genèse de ce projet ? Alors, la genèse du référentiel PVID, alors elle s'est faite en 2 temps. Ça a commencé en fait il y a très longtemps, au moment de la mise en application du règlement IDAS, où l'ANSSI a commencé à évaluer, alors de manière à l'époque encore un peu artisanale sans doute, des services qui intégraient de l'identification à distance. Par exemple, afin de délivrer des envois recommandés électroniques ou de faire de la signature électronique à distance. Donc à l'époque, on avait des exigences beaucoup moins précises, on passait beaucoup de temps en évaluation pour s'assurer que les solutions étaient effectivement au niveau attendu par la réglementation. Ce qui a donné un coup d'accélérateur au sujet, c'est en 2019 la mise en place d'un groupe de travail sous l'égide de l'ACPR, donc qui est l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la Banque de France, et de l'AMF, qui est l'autorité des marchés financiers, dans le cadre de la transposition de la 5e directive sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Pour dire les choses plus simplement, les établissements financiers sont sujets à des exigences réglementaires liées à la vérification de l'identité de leurs clients. De plus en plus, et on le voit notamment malheureusement avec la crise sanitaire, on a un besoin de faire ce qu'on appelle de l'entrée en relation d'affaires à distance, donc de l'acquisition de clients à distance, et plus dans des guichets d'agences bancaires ou d'organismes de crédit. Et les solutions qui étaient disponibles en 2019 étaient au goût de la place financière, insuffisamment développées ou insuffisamment compétitives. Et donc l'idée derrière ce référentiel PVID, donc qui a émergé dans le cadre de ces travaux pilotés par la CPR et l'AMF, c'était de développer des exigences sur la brique cœur qui intéressait vraiment la place financière, donc qui était cette brique qui permet d'assurer la vérification d'identité à distance sans s'embarrasser de signature électronique, de création d'identité numérique, de choses dont ils avaient pas fondamentalement besoin dans leur analyse, et de prévoir une certification par un organisme compétent, indépendant, et en l'occurrence le choix s'est porté sur l'ANSSI.
Pardon Robin de compléter, bien sûr, ce que tu dis est forcément vrai, mais quand on lit la 5e directive anti-blanchiment, parce que c'est ça qui nous pose souci à nous les professionnels côté privé quand on fait du conseil, c'est qu'aujourd'hui dans la 5e directive anti-blanchiment, il y a aussi tout le marché de l'art et tous les paiements qui sont assurés sur des plateformes pour le marché de l'art, qu'on parle de blockchain ou pas de blockchain, mais à partir du moment où on va avoir un paiement au-delà d'un certain plafond, ce qui va intéresser les prestataires de paiement, les banques ou les plateformes en elles-mêmes, qui vont bien évidemment, et c'est là où on va en venir là, sous-traiter la partie identification du payeur. Identification n'étant pas l'authentification, mais bien l'identification. Tu me prouves que pour un paiement d'un certain montant, tu as bien une pièce d'identité qui me permet à moi, qui vais faire le paiement, de certifier que c'est bien toi qui fais le paiement au profit d'un tel. Et ça dépasse le côté purement bancaire, ça tape super large au niveau des prestataires de paiement. Alors ça me fait quand même penser à ma banque qui me spamme pour me demander que je prenne d'urgence en photo ma pièce d'identité. Alors comment ça marche la vérification d'identité à distance ? C'est ça, c'est ma banque qui veut que je prenne en photo ma pièce d'identité alors qu'elle m'a déjà vu 20 fois dans son agence ? Alors, je pense qu'il y a deux manières de répondre à cette question. Enfin, Hugo, je te laisserai après présenter ce qu'on fait, enfin ce qu'un PVID fait pour vérifier l'identité de quelqu'un. Moi, juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, donc effectivement, dans le cadre de la genèse de PVID, le point de focus, c'était l'entrée en relation d'affaires à distance, c'était l'acquisition d'un nouveau client. Après, il se trouve que la réglementation bancaire continue à évoluer, qu'il y a plein de contrôles nécessaires dans le monde bancaire que je connais très mal, enfin sur lesquels je suis profondément incompétent. Et j'imagine qu'il y a effectivement un certain nombre de mesures de réassurance qui font qu'aujourd'hui on veut peut-être s'appuyer sur un PVID pour revérifier l'identité de quelqu'un qu'on avait peut-être déjà vérifié avant, juste parce qu'avec le temps, la fiabilité de cette identité s'est affaiblie, ou qu'elle avait peut-être pas été vérifiée initialement avec le même niveau d'exigence qu'on a aujourd'hui. C'est des choses que je peux imaginer, donc ça peut être effectivement perçu comme assez aberrant de la part de l'utilisateur. Pareil, l'extension du périmètre PVID à des choses qui visaient peut-être pas initialement, ça peut sembler surprenant. C'est un point sur lequel on s'avancera pas trop côté Annecy parce que vraiment on maîtrise mal le sujet. Je pense que c'est aux autorités bancaires d'expliquer ces sujets-là. Mais vraiment la genèse de PVID, c'était on veut vérifier l'identité de quelqu'un et en fait PVID clairement c'est un outil. C'est-à-dire que PVID c'est un outil qui permet de vérifier l'identité de quelqu'un et que le régulateur, que le législateur peut décider d'utiliser sur des cas d'usage ou pas. Hugo, est-ce que tu veux bien présenter ce que fait un PVID ? Concrètement, à quoi ça sert ? Grosso modo, donc Romain l'a bien résumé, un PVID, ça le même, enfin, on est toujours sur de la vérification d'identité. Donc là, elle se fait à distance, mais l'objectif c'est le même qu'une vérification en face-à-face physique. C'est-à-dire que quand on est dans un face-à-face physique, finalement, quelqu'un qui veut ouvrir en agence un compte bancaire, il va se présenter en agence. A priori, il va venir avec un titre d'identité. Donc ça peut être une carte nationale d'identité, un passeport, que sais-je, pour en tout cas un document à valeur juridique qui va prouver un petit peu son identité, et à côté de ça il va se présenter physiquement et démontrer qu'il est le porteur légitime de son titre. À distance, on a les mêmes problématiques, c'est-à-dire que le premier but c'est de vérifier l'authenticité du titre d'identité. Donc généralement, nous on est assez agnostique dans notre référentiel, c'est-à-dire que ça peut se faire via une application mobile, ça peut se faire en visioconférence, on n'a pas forcément de prérequis là-dessus, on en parlera peut-être après de nos prérequis, mais grosso modo donc c'est quelqu'un qui vient avec un titre d'identité, typiquement une carte nationale d'identité, un passeport, on vérifie l'authenticité de ce titre-là. Derrière il s'agit de vérifier que la personne elle est bien réellement vivante, donc on n'a pas affaire à un robot derrière, etc. Donc on vérifie la liveness de la personne. Et la dernière chose, c'est bien sûr de vérifier que le visage présenté correspond au visage présenté sur le titre d'identité. Donc on est vraiment sur la comparaison du visage de la personne qui présente sur une interface à distance avec le visage de la personne présenté sur le titre d'identité. Ah, moi j'ai une question parce qu'en lisant le référentiel, c'est pas évident. On parle bien de la personne vivante et à plusieurs reprises l'expression personne vivante revient. Et je me suis dit tiens c'est marrant, on va pas identifier les cadavres, mais en fait c'est pas ça. Non mais c'est le réflexe d'avocat où t'entends il y a des meurtres quand même, donc on retrouve des gens un peu morts quoi. Et en fait non, la problématique c'est pas la personne, est-ce qu'elle est morte ou est-ce qu'elle est vivante, c'est est-ce qu'elle est
est-ce que c'est une vraie personne ou est-ce que c'est une identité créée? C'est ça, hein? C'est ça. Enfin, oui, c'est vrai qu'on a tendance à utiliser le mot vivant assez rapidement. L'idée, pour faire simple, c'est d'éviter un attaquant qui va potentiellement auprès de son téléphone présenter une photo photoshopée d'une personne pour se faire passer pour une autre personne. L'idée, c'est vraiment de s'assurer que en face, derrière, à distance, on ait d'une part quelqu'un qui a un titre d'identité, qui soit une personne réelle et qui soit le bon détenteur de son titre d'identité. Donc pour ça fait appel à différents mécanismes d'un point de vue technologique. Et on pourra en parler ensuite. Nous, on a mené pas mal d'analyses de notre côté au niveau de l'ANSSI quand on a commencé ces travaux en juin 2020. Et voilà, on est arrivé à pas mal de conclusions qui nous ont permis de construire ce référentiel. Alors, comment sont évalués les prestataires qui voudraient offrir ce service? Ouais, alors je peux démarrer et puis Romain complétera. Donc c'est un référentiel d'exigence qui constitue vraiment notre pierre angulaire. Il faut le voir comme un cahier des charges pour un industriel qui souhaite se positionner. Donc déjà, il faut savoir que ce référentiel, il est ouvert. C'est-à-dire que depuis le 1er avril 2021, on est en capacité d'évaluer des prestataires de vérification d'identité à distance. Donc derrière, comment ça se passe les évaluations? Donc on a, pour faire simple, je ne vais pas rentrer dans tous les détails du référentiel, on pourra peut-être en discuter après, mais il y a 3 grandes briques. Il y a une brique qui est vraiment de la conformité, c'est-à-dire que là, on va s'assurer que par rapport aux exigences qu'on a fixées dans ce référentiel-là, on s'assure que le prestataire qu'on va en face remplit un certain nombre d'exigences, remplit les exigences de notre référentiel. Donc ça va être des exigences sur la politique de vérification d'identité, donc on demande un certain nombre de mesures. Une déclaration des pratiques, c'est la même chose mais un peu plus poussé dans le sens que c'est un document qui est pas public, qui est vraiment un document où le prestataire explique comment il réalise ses différents contrôles, etc. et comment il forme ses différents opérateurs. Et on a beaucoup d'exigences sur tout ce qui est la partie protection des données à caractère personnel, etc. Donc ça, c'est vraiment une première partie conformité qui est vraiment sur une certification classique. Je dépose un dossier, j'ai un cahier des charges à remplir, je vérifie que je coche toutes les cases du référentiel et c'est bon. Une fois qu'on a dit tout ça, c'est pas suffisant. Derrière, on a deux évaluations complémentaires. En fait, sur ce type de mécanisme, il y a 2 tests en complément à faire. Donc il y a des tests biométriques de manière informatique et des tests biométriques physiques. C'est-à-dire que nous, du côté de l'ANSSI, on ne le fait pas tout seul, on s'appuie sur des gens qui ont la compétence de réaliser des tests informatiques. Donc typiquement, j'en parlais tout à l'heure, l'idée c'est une vérification à distance. Donc on va prendre une vidéo de soi pour démontrer qu'on a un titre d'identité, qu'on est une personne légitime, qu'on souhaite s'enrôler à distance. Une attaque possible, c'est une injection de flux vidéo donc au sein du terminal. Donc là, on va avoir un certain nombre de prestataires qui vont être capables de simuler ce type d'injection de flux vidéo. Donc typiquement, on pense à des attaques type deepfake ou des choses comme ça. Donc ça, c'est des choses qu'on va évaluer. Et pareillement, la dernière chose qu'on va évaluer, et ça, pour le coup, c'est l'ANSSI qui va le prendre en main avec les services compétents du ministère de l'Intérieur, c'est des tests physiques. Donc quand on parle de test physique, c'est-à-dire que je vais présenter un titre d'identité falsifié sur le service du prestataire qui souhaite se faire certifier. Donc typiquement, on ne permet pas au centre d'évaluation d'avoir accès à des faux titres d'identité physique. Là, on a accès à un certain pool de titres d'identité bien encadré avec les services du ministère de l'Intérieur. Et donc, on va tester un certain nombre de titres falsifiés sur le dispositif du prestataire pour essayer de voir si il est capable de détecter que le titre est contrefait ou falsifié. Alors, moi, j'ai fait du machine learning et si tu n'as pas de dataset en entrée pour entraîner ton algorithme, ça ne marche pas. Donc, si le prestataire n'a jamais vu une fausse pièce d'identité, comment il va pouvoir la détecter le jour J? Alors là-dessus, il y a 2 sujets. C'est-à-dire que nous, ce sur quoi on s'appuie vraiment sur le ministère de l'Intérieur et ce qu'on ne veut absolument pas, c'est des vrais faux documents d'identité qui soient vraiment des faux physiques, plastifiés, qui ont été saisis, qui ont vraiment été utilisés pour tenter de passer des frontières ou d'usurper une identité. Ça, on ne veut pas les manipuler et on n'a pas le droit de les manipuler. Juridiquement, c'est interdit. Et pareil pour nos centres d'évaluation et nos prestataires.
Après, rien n'empêche fondamentalement, et je pense qu'ils le font tous, à nos PVID ou nos centres d'évaluation, de jouer avec leurs propres documents d'identité, quitte à les photoshopper un petit peu de manière numérique, sans créer des vrais faux physiques. Et rien ne les empêche non plus, mais là c'est vraiment des accords au cas par cas sur lesquels nous on n'a pas forcément de visibilité, de passer des accords avec différents services du ministère de l'Intérieur ou des services de police d'autres États, justement pour avoir accès à des faux documents d'identité ou pour avoir accès à des informations qui leur sont utiles pour lutter contre la fraude. C'est juste que nous, on n'a pas forcément de visibilité sur cet aspect-là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'évaluation. Dans le cadre de l'évaluation, on ne veut pas que nos centres d'éval manipulent des faux documents d'identité, ce serait un risque pour eux, et on ne veut pas en manipuler nous-mêmes. Après, si pour leurs besoins propres, les PVID arrivent à en obtenir ou trouvent d'autres moyens d'entraîner leurs algorithmes ou de tester leurs services, on n'a pas forcément d'action là-dedans, et on n'a pas donné de directive particulière dans le référentiel. En fait, il y a un truc qui est compliqué à comprendre dans le référentiel, c'est la différence entre le niveau substantiel et le niveau élevé, où on voit que d'un côté, la menace, elle n'est pas étatique, et c'est écrit très clairement et à plusieurs reprises, parce que moi je travaille avec un système de code couleur sur les documents de l'ANSSI, donc ça saute vite aux yeux. Et en fait, oui, parce que je comprends lentement, donc il faut que je le lise souvent et que je mette des codes couleurs. Je suis comme oui, moi, je suis un gentil cerveau. Donc il y a le côté, ok, je vais être un prestataire et je vais faire de la vérification substantielle, qu'on va appeler un niveau admissible, correct, moyen, genre prestataire de paiement basique, quoi. J'ai une obligation, moi je suis une banque, je suis un prestataire, je suis un site de e-commerce, on me dit qu'au-delà de 1 000 €, il faut que je vérifie l'identité. Si c'est bien le cas, si ce que j'ai compris dans le fonctionnement du référentiel, je suis en niveau dit substantiel. Et par contre, visiblement, pour lutter contre une menace dit étatique, c'est écrit comme ça dans le référentiel. Là, je passe en niveau élevé. Et on voit bien que là, à ce moment-là, la menace, puisque c'est écrit aussi le mot menace dans le référentiel, la menace n'est pas la même. Comment ça s'articule concrètement dans votre vision à vous, régulateur ? Alors, déjà, peut-être pour reprendre les termes, effectivement, dans une version précédente du référentiel, on distinguait de cette manière-là, assez schématique, non étatique, étatique. On n'a pas gardé aussi clairement cette distinction dans la nouvelle version du référentiel. Parce qu'en fait, envisager de se prémunir de toute attaque de niveau étatique pour un prestataire privé, voire un prestataire public, ça manque singulièrement d'humilité et c'est sans doute pas la bonne grille de lecture. Donc en fait, on l'a plutôt pris sous l'angle, pour ceux à qui ça parle, du niveau d'attaquant, en s'appuyant sur la méthodologie qui existe dans les critères communs, en se disant le niveau substantiel, dans l'esprit en termes de cas d'usage, c'est effectivement un face-à-face en guichet à peu près bien fait, comme on en fait dans notre guichet d'agence bancaire, par quelqu'un qui a l'habitude de voir des documents d'identité, qui n'est pas forcément super équipé, mais qui fait un contrôle très, très honnête du document d'identité. C'est ça qu'on vise avec le substantiel. Et ça couvre effectivement une bonne partie du besoin, et ça couvre typiquement les besoins de la place bancaire. Le niveau élevé, on le voit comme l'équivalent d'un processus de remise de documents d'identité sécurisés, donc de remise d'un passeport, d'une carte d'identité, où là, pour quiconque s'est prêté au jeu du renouvellement ou de la demande d'un titre sécurisé, on sait qu'on nous prend les empreintes, qu'il y a plein de contrôles qui sont faits, que c'est relativement pénible vu de l'utilisateur. On prend pas les empreintes dans PVID, je fais pas cette analogie-là, mais en termes de niveau de sécurité et de sérieux du processus, c'est ça qu'on vise avec le niveau élevé. C'est pas infaillible, des faux titres d'identité il y en a, mais c'est quand même un niveau de sécurité très élevé. Et derrière, pour modéliser ça dans le référentiel, la principale différence, c'est que pour le niveau substantiel, on va considérer un attaquant avec un potentiel d'attaque modéré. Derrière, il y a des grilles qui vont prendre en compte le temps qu'on a pour réaliser l'attaque, le temps qu'on a pour la préparer, le coût des moyens techniques qu'on va utiliser, le niveau de compétence de la personne, éventuellement les compétences multiples dont on a besoin, etc. Donc on a une certaine cotation pour un niveau modéré. Et pour le niveau élevé, on va avoir un niveau élevé dans cette cotation qui correspond à un nombre de points plus important que j'ai plus en tête, ce qui veut dire que le service est censé résister à quelqu'un qui a plus de compétences, plus de moyens financiers, accès à un équipement plus élaboré, etc., etc. Donc ça, c'est la philosophie qu'on a dans le cadre de la certification critères communs, typiquement sur la certification de carte à puce ou d'équipement cryptographique. On peut difficilement le reprendre exactement tel quel, mais en tout cas, on a repris la philosophie. Et après, sans rentrer dans le détail à ce stade, on le fera peut-être plus tard, il y a quelques endroits dans le référentiel où au-delà de ça, on a quand même pointé explicitement, pour le niveau substantiel, on peut s'y prendre de telle manière, et puis pour le niveau élevé, en revanche, ça marche pas.
Typiquement, présenter un document d'identité devant la caméra, pour le niveau substantiel, ça passe. Pour le niveau élevé, il faut lire la puce. On n'arrivera pas à authentifier un document juste en le montrant devant la caméra pour atteindre le niveau d'exigence qu'on vise au niveau élevé. Et c'est là où on arrive à la fameuse distinction que j'ai lue. Alors pardon, moi j'ai lu la V0, la V1.0 de novembre dernier, donc je ne dois pas être tout à fait à jour de la lecture de mes docs. Mais globalement, il y a quand même une distinction qui est super importante, c'est globalement la carte d'identité papier, avec juste la photo où il y a le cachet humide, enfin le cachet sec, pardon, qui est emprunt sur la photo, ou le moyen, alors je ne sais plus comment ça s'appelle dans la norme, c'est le moyen cryptographique intégré, où il y a un terme que vous utilisez globalement, il y a une mesure de sécurité qui est déjà numérique, qui est intégrée dans le titre d'identité, là où moi je viens de me faire voler mes papiers il y a 3 mois, j'avais une carte d'identité papier, j'allais dire à l'ancienne, et donc je suis en train de faire renouveler d'ici 6 mois parce que je suis très diligent dans ce genre de cas, donc je vais récupérer à la fin une nouvelle carte d'identité mais qui sera numérique, je veux dire avec des moyens d'identification numérique qui vont être interrogés à distance. Parce que c'est ça la problématique. C'est si j'ai ma signature cryptographique qui est stockée quelque part en local sur mon titre d'identité, est-ce qu'on peut faire une corrélation à distance avec en plus l'analyse du visage? Parce que ça tourne, et vous ne l'avez pas encore dit clairement, mais on va y revenir là-dessus, ça tourne quand même autour de la photo et de la vidéo de la personne. Et ça, c'est un truc à comprendre parce que quand on démarre la lecture du référentiel, c'est pas évident. Et en fait, ça tourne exclusivement autour de la visualisation de la personne. Peut-être qu'on peut peut-être en profiter du coup pour présenter les grands principes du référentiel. Donc on a dit un peu à quel besoin ça répondait. Le besoin, c'est simple, c'est que dans le contexte actuel, il y a des gens qui ont de plus en plus besoin de faire de la vérification d'identité à distance et qu'on a essayé de construire un référentiel qui permette d'avoir un certain niveau de sécurité par rapport à un face-à-face physique, comme le précisait Romain, dans un guichet de banque, une agence, etc. Donc après, sur les grands principes, donc nous, on a mené un travail assez approfondi depuis l'été dernier, donc depuis juin 2020, pour essayer de comprendre un peu l'écosystème, sa maturité, regarder les algorithmes un peu qui se faisaient sur ces sujets-là et discuter avec les industriels du secteur. Et donc les deux grosses lignes rouges qu'on a actuellement dans le référentiel, c'est effectivement d'avoir des services, ce qu'on appelle chez nous hybrides et dynamiques. Donc je vais peut-être commencer par dynamique parce que c'est ce que vous mentionnez tout à l'heure sur la vidéo. Effectivement, aujourd'hui, la capture vidéo du visage de la personne et du titre d'identité quand on est sur le niveau substantiel nous apporte plus de garanties, dans la mesure où sur une vidéo, on va être capable plus facilement de venir repérer des éléments de sécurité du titre d'identité, typiquement les hologrammes. Alors on ne va pas forcément voir les filigrammes, mais au moins on va pouvoir voir les hologrammes ou des choses qui par brillance sur la caméra vont pouvoir être visibles. Tandis que sur une photo d'identité classique, c'est des éléments qui sont a priori quand même plus difficiles à venir récupérer. Donc ça, c'est le premier principe, c'est qu'on a souhaité qu'il y ait une vidéo, donc que ça soit pour le titre, mais également pour la personne, parce que, comme le disait Romain, on a été amené à évaluer des solutions, à regarder un peu la maturité du secteur, et ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est c'est quand même un secteur qui évolue rapidement, la menace est vraiment en très forte croissance, enfin le sujet des deepfakes, on voit que c'est assez facile d'en réaliser des assez poussés avec des outils gratuits. Donc l'idée c'était quand même de pouvoir aussi, via cette vidéo, de pouvoir être en capacité de détecter typiquement quelqu'un qui vient même faire du morphing du photo, qui viendra récupérer une photo qu'il a photoshopée et qu'il est capable de manipuler auprès de son téléphone. Donc ça c'est le premier aspect, c'est dynamique. On est vraiment en train donc on oblige que le prestataire de vérification d'identité à distance qui se positionne sur PVID, il fasse une capture vidéo du titre d'identité de la personne. Et le deuxième point, c'est le côté hybride, c'est-à-dire que aujourd'hui, cette vidéo, c'est pas pour rien non plus qu'on la prend, c'est-à-dire que dans le process classique, donc il va y avoir des algorithmes qui vont être capables de faire un certain nombre de détections, mais aujourd'hui, on constate que c'est pas suffisant, c'est-à-dire qu'ils vont être capables typiquement d'aller chercher, je vais parler de la bande MRZ, du titre d'identité, qui est la petite bande qui est en bas de notre carte nationale d'identité, donc ils vont être capables d'aller récupérer assez rapidement ces éléments-là. Pour autant, sur d'autres aspects, ils vont être moins en capacité de nous apporter les éléments de sécurité qu'on souhaite. Donc l'idée du hybride, c'est d'avoir un opérateur humain qui, à la fin de la vérification de l'identité à distance, a accès en back-office à un outil qui lui permet de checker qu'il n'y a pas eu d'attaques invraisemblables qui ont eu lieu pendant l'enrôlement.
Donc on est vraiment sur ces deux aspects hybrides et dynamiques qui sont assez précisés dans notre référentiel. Mais dans le cadre de ces travaux, vous avez travaillé avec la fédération, avec la CPR et la Banque de France. Mais est-ce que vous avez travaillé au niveau européen ou au niveau anglo-saxon? Est-ce que par exemple les autorités américaines reconnaissent ce type de certification? Ouais, je vais pouvoir répondre à votre question. Donc il y a deux choses qui nous ont amené à travailler un peu à l'échelle européenne. En toute honnêteté, après, avec le temps qu'on disposait pour travailler sur le sujet, on a dû aller assez vite. Mais la première chose, c'est au moment où on a dû construire le référentiel. Ça serait, comment dire, j'allais dire on partait d'une feuille blanche, c'est peut-être un peu trop fort, mais on n'était pas loin de ça, c'est-à-dire qu'il y avait quand même très peu de cadres à l'échelle européenne pour faire ce type d'évaluation, à ma connaissance. Donc on a essayé de benchmarker un peu nos homologues à l'échelle européenne pour comprendre qui était en capacité d'évaluer ce type de service, qu'est-ce qui existait, etc. Donc on a vu qu'aux États-Unis, il y avait des choses, notamment autour du NIST, pour évaluer tout ce qui est les outils biométriques, etc. On a vu qu'il y avait des centres d'évaluation qui étaient spécialisés sur ces aspects-là autour de la performance. Je pense à des gens comme Ibeta. Donc on a regardé un petit peu ce qu'étaient capables de faire des homologues à côté de ça. Donc on a un peu benchmarké les pratiques. Et surtout, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est rapproché aussi du tissu industriel français pour avoir leur visibilité là-dessus, parce que l'ANSSI, pour nous, c'est un sujet qui est quand même relativement nouveau. Je parle vraiment de l'aspect vérification d'identité à distance, biométrique, etc. C'est quelque chose qui est assez nouveau pour nous. Donc on a vraiment cherché à s'instruire, d'avoir une démarche où on sollicite l'écosystème pour essayer de comprendre ce qu'on pouvait faire de manière intelligente. Et derrière, du coup, quand vous parlez de l'échelle européenne, c'est plus de dire, aujourd'hui, on a construit finalement un cadre et on a l'air finalement d'être les premiers à l'échelle européenne à avoir construit ce cadre sur la vérification d'identité à distance. Bien sûr que l'idée derrière, c'est de voir comment on peut promouvoir ce cadre-là à l'échelle européenne. Donc, parce que finalement, le prestataire qui demain vient se positionner sur ce référentiel, s'il passe le clou des évaluations, c'est top, il a un VCA de sécurité, ça le met en valeur, ça devient un PVID, on pourra l'appeler PVID, formidable. Et derrière, il va pouvoir adresser les établissements financiers en France, il va pouvoir adresser un petit peu IDAS, les moyens d'identification électronique. Mais la première question qui vient de chez ces prestataires-là, c'est quid de l'après? Est-ce que je peux vendre cette solution à l'échelle européenne, etc. Donc, nous, c'est notre objectif. Enfin, je veux dire, on a construit quelque chose à l'échelle française qui, on l'espère, fait sens. On va tester dans les mois qui viennent ce dispositif-là. Si derrière, on peut faire en sorte que ça devienne un référentiel qui prenne de l'ampleur à l'échelle européenne, on sera très preneur. Enfin, c'est l'objectif. Hugo, soyons clairs, dans les textes EDAS, à partir du moment où on a une certification dans un pays de l'Union, mais c'est l'intérêt de ce système génial, c'est qu'on fait rayonner sur les 26 autres États membres. Ce qui est intéressant, c'est que c'est déjà permis par les cas d'usage. Là, pour le coup, c'est un peu la différence d'avant, c'est que c'est permis par les cas d'usage dans le sens qu'un moyen d'identification électronique qui va sur le référentiel PVID parce qu'il est entièrement à distance, effectivement, il va pouvoir vendre sa solution à l'échelle européenne. De même sur tout ce qui est service de confiance IDAS. Pour autant, ce qu'on veut faire, c'est d'expliquer à nos homologues qu'a priori, quand on veut évaluer une solution de vérification d'identité à distance, en tout cas du point de vue de l'ANSSI, c'est comme ça qu'on devrait faire. Et d'essayer de faire en sorte qu'on puisse partager nos avis, qu'on puisse en discuter avec nos homologues et qu'on fasse en sorte que le travail qu'on a fait à l'échelle française profite à l'échelle européenne. Enfin, c'est légitime. Au niveau Europe, il n'y a que l'ANSSI qui est bougé sur une qualification type vérification d'identité à distance? Ça serait... je pourrais pas dire oui, parce que je pense qu'on a nos homologues, je pense notamment... on a beaucoup échangé avec le BSI, qui est notre homologue en Allemagne sur ces sujets-là. Donc ils ont, pour le faire simple, ils ont plus d'équipes que nous sur la partie identité numérique et biométrie. Donc c'est certains qui regardent ces sujets. En tant que tel, vraiment un cadre fixe, propre à la vérification d'identité à distance, a priori, en tout cas à ma connaissance, aujourd'hui, on est les seuls à prendre cette responsabilité-là que sur la partie vérification d'identité à distance. Ça ne veut pas dire que si je suis un moyen, c'est un peu complexe, mais si je suis un moyen d'identification électronique en Allemagne et que je propose des mécaniques à distance, je suis certain que nos homologues regardent ce qui se passe autour de ces services-là. Ce que je dis juste, c'est qu'ils n'ont peut-être pas un référentiel d'exigence tout écrit sur ce sujet-là. Il n'y a pas d'exigences qui font consensus aujourd'hui. Le sujet de l'identification à distance, il divise les États membres de l'Union européenne depuis des années, parce qu'on n'a pas de jeu d'exigences commun, on n'a pas de méthodologie d'évaluation commune.
Et ce qui est certain, pour appuyer ce que disait Hugo, c'est qu'aujourd'hui, à part nous, personne s'est lancé, enfin en tout cas au niveau des États membres, je parle pas d'organismes de standardisation, personne s'est lancé dans l'aventure de produire 40, 50 pages d'exigence fine sur le sujet. Donc chacun évalue selon ses processus nationaux plus ou moins définis. En fonction de sa culture aussi, on n'a pas la même appréciation du risque dans tous les pays. On n'a pas non plus la même appréciation du niveau de sensibilité des cas d'usage. Typiquement, on dit depuis tout à l'heure que l'entrée en relation bancaire, c'est du niveau substantiel en France. Il y a des pays pour lesquels c'est du niveau élevé. Donc déjà, si on n'est pas raccord sur les niveaux de sensibilité des cas d'usage, derrière, c'est compliqué de converger sur les exigences. Donc des gens y touchent, il y a déjà des solutions qui intègrent de l'identification à distance au niveau européen, mais vraiment un référentiel ad hoc, un schéma de certification tel qu'on l'a fait, aujourd'hui à notre connaissance, il n'y en a pas au niveau européen. Non, mais ma remarque était dans le sens où Cocorico, l'ANSSI, bravo. Enfin, je veux dire, maintenant. On est content si ça va être bon. Mais c'est vrai. Écoutez, quand moi je vais négocier mes contrats et que j'ai des interlocuteurs européens et qu'à un moment j'explique, parce que je l'écris dans mes contrats, moi, je mets conformément à la norme. Bon, c'est écrit un peu en anglais quand même, mais conformément à la norme ANSSI machin. Et quand mes confrères ou les juristes en face, ils disent. Ah, l'ANSSI, c'est marrant, pour une fois, on passe pour autre chose que des gens qui boivent du Ricard en terrasse en mettant pas leur masque alors que la prohibition est toujours là. Ok ? Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que l'Union européenne vient de relancer de manière massive et officielle le projet d'identité européenne numérique. Okay ? Et ça va passer par quoi ? Ça veut dire qu'on va avoir des bases de données pays par pays, parce que ça reste du monopole des États. Donc chaque ministère de l'Intérieur, dans chacun des États membres, va avoir sa base de données avec son titre d'identité, enfin son titre d'identité, c'est ça. Et on va interfacer tout ça pour un moment avoir un niveau d'exigence commun. Et le premier pays qui aura fait une norme qui tienne la route, va l'emporter, sans que ce soit une victoire, mais va finir par imposer sa norme. Si c'est l'ANSSI qui pousse en tête de liste, j'ai pas honte, pardon. Oui, on est d'accord, c'est un peu ce qui s'est produit par le passé sur certains de nos référentiels d'exigence, où on met sans doute plus d'efforts sur la construction de notre référentiels nationaux que vraiment sur des actions d'influence et de lobbying pur au niveau de l'Union européenne. Mais le fait est que lorsqu'on a quelque chose, lorsqu'on a un référentiel et que d'autres n'en ont pas, à minima, en fait, les gens s'en inspirent, le lisent, ça leur donne des idées. Et après, ils peuvent être d'accord, pas d'accord, ça se négocie, mais ça leur donne des idées. Et puis, si à terme on a un référentiel et des prestataires certifiés et un modèle qui fonctionne et une preuve qu'en fait on peut avoir un bon niveau d'exigence et avoir un écosystème qui vit bien, là on aura tout gagné. Et là on sera en position extrêmement forte pour aller pousser nos billes au niveau européen. On est d'accord. Alors, et dans le même cadre, pardon de faire juste cette remarque, moi j'ai été très frappé, il y a moins de 4 mois, l'Union européenne, officiellement, vient de produire un projet alors règlement directive, il y en a tellement que je ne sais plus, qui s'appelle Resilience of Critical Entities. Je l'ai lu, c'est pas trop long celui-là, il fait que 40 pages. Et c'est marrant, j'étais en train de bosser sur les OIV, et on a eu l'impression que l'Union européenne s'est dit, tiens, il y a une sorte de je sais pas, un synapse qui a touché l'autre, ou il y a deux connexions dans le cerveau qui se sont faites. Ils se sont dit, tiens, c'est marrant, bon, Nice, ça n'a pas marché, on n'en parlera pas aujourd'hui, Nice 2 qui arrive, ok, mais ils se sont dit, tiens, c'est marrant. La France, en fait, ils ont un système qui marche pas mal, ok, c'est les OIV. OIV 2005, ensuite on est passé aux OIV. Moi, quand j'ai lu la Resilience of Critical Entities, c'est ça. C'est qu'on reprend la démarche de la France des années 2003-2005. On va dire quelles sont les entités critiques. Okay, et ensuite, on va poser des obligations dans les systèmes d'information. Et là, c'est Nice 2 qui arrive dans la foulée. Si aujourd'hui, c'est l'ANSSI qui montre le bon exemple, avec un référentiel qui est structuré, où moi, j'ai même tenu... J'ai réussi à lire les 25 premières pages, en enlevant le sommaire, qui en prenait déjà 3. Si on arrive à faire rayonner ça pour avoir un niveau de compréhension technique commun sur les 27 États membres, je dis que c'est pas mal. C'est pas mal. On est d'accord. Et d'ailleurs, on y travaille. Je ne crois pas qu'on puisse annoncer de date, mais en tout cas, on travaille à traduire aussi le référentiel en anglais, justement pour contribuer à sa promotion et au fait qu'il puisse être approprié dans d'autres États qui n'ont peut-être pas des réflexions encore aussi avancées sur le sujet. Je vais mettre un coup de frein à main et faire un petit virage, un petit dérapage et revenir sur un sujet extrêmement technique, à savoir en machine learning. Est-ce que le prestataire, c'est un humain qui fait tout ça à distance, ou est-ce que ça peut être un algorithme ?
Et si c'est un algorithme, du coup, si j'arrive à déverrouiller mon téléphone avec mon visage, est-ce que ça suffit pas comme contrôle? Parce que les prestataires qui implémentent des algorithmes dans les téléphones et qui derrière ont des systèmes de paiement qui sont adossés à ça, ont quand même un niveau de sécurité relativement correct par rapport à, on va dire, un call center qui regarde une caméra 1024 par 780. Alors, il y a plein de questions là dans une seule question. Ça faisait une demi-heure que j'attendais pour pouvoir la placer, c'est pour ça que je les ai tous concaténés ensemble. Là, tout est en même temps. Le cœur de la question, c'était est-ce que l'algorithme est meilleur que l'humain ou l'inverse, ou le machine learning par rapport à un opérateur qui regarde de la vidéo? En fait, chacun a ses avantages. L'algorithme va être sans doute très bon, quelle que soit la techno utilisée d'ailleurs, pour vérifier des points de détail et pour vérifier ce qu'il a été entraîné à vérifier. Typiquement, vérifier que les polices d'impression sont les bonnes, vérifier que les variations d'encre, etc. fonctionnent bien, vérifier que juste les visages correspondent en regardant des critères extrêmement factuels. Ça, un algorithme le fait sans doute très très bien. Ce que l'algorithme va pas très bien faire, voire pas faire du tout, c'est détecter qu'il est en train de se faire leurrer parce que l'attaquant a compris où était la faille de l'algo. Je vais prendre un exemple extrêmement bête. On met en place un challenge pour vérifier qu'on a une vraie personne. On demande à la personne de sourire, de cligner des yeux, tourner une oreille, etc. À partir du moment où on sait que c'est ça que l'algorithme va essayer de vérifier, on peut faire une sorte de Photoshop en live, en réalité augmentée, pour bricoler un sourire sur une photo, pour bricoler un clignement d'œil. L'algorithme, il va voir que la bouche, elle bouge correctement, que l'œil, il se ferme, ça va lui paraître très bien. Un humain, il va voir que ce qu'il a à l'écran là, c'est quelque chose de tout bizarre, qui correspond pas du tout à ce qui se passe quand un être humain réel va sourire, va cligner de l'œil, etc. Donc l'humain, pour nous, il a un énorme avantage, c'est qu'il a une vision d'ensemble. Et en fait, l'humain fonctionne par mimétisme. Il sait instinctivement ce qui est normal de ce qui est pas normal, je sais pas comment le dire autrement. Il y a une sorte de vision d'ensemble qui permet de se prémunir d'un algorithme très spécialisé qui va être pris en défaut parce qu'on aura trouvé la faille de l'algo et qu'on aura trouvé quelle est la bonne séquence à lui donner pour qu'il y voit que du feu, quoi. Donc on a besoin des deux, et c'est ce que disait Hugo en disant qu'on avait un service hybride quand il a présenté le service PVID au début. Mais du coup, est-ce que les implémentations existantes de type Face Unlock, il y a beaucoup de systèmes de paiement aujourd'hui qui fonctionnent par reconnaissance faciale, est-ce que c'est des implémentations qui sont considérées comme bonnes, ou est-ce qu'il faut obligatoirement passer dans des critères d'évaluation qui font que... Est-ce que le facteur téléphone peut être considéré comme fiable? Alors, de toute manière, donc là-dessus, je vais répondre à la question. La première chose, c'est que de base, de toute manière, on est vraiment dans un cas où quelqu'un a un téléphone à distance et souhaite s'enrôler. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, technologiquement parlant, notre référentiel, il est agnostique. Il met des grandes lignes rouges, à savoir le caractère hybride et dynamique. Donc, on veut qu'il y ait une capture vidéo, donc ça veut dire que ça c'est la première chose, et on veut qu'il y ait une vérification humaine in fine s'il y a un verdict succès. Donc ça c'est les deux grandes lignes rouges. Après bien sûr il y a un certain nombre d'exigences, le document on l'a dit il fait quand même une quarantaine de pages, il y a des exigences sur la protection des données, il y a des exigences sur la formation des opérateurs humains, sur leur localisation, sur l'administration des systèmes, etc. Mais grosso modo, technologiquement parlant, il n'y a pas on n'a pas de frein, c'est-à-dire que n'importe qui derrière, en respectant ces grandes lignes rouges, peut venir nous soumettre un service en certification. Peut-être pour reprendre là-dessus, sur les technos, nous on est agnostique dans le sens où la technologie de tel ou tel constructeur, si on l'évalue et qu'elle passe toutes les exigences en termes de fiabilité puis en termes de traitement des données, elle est sans doute très bien. Après la question sur le face match, c'était est-ce qu'on peut s'appuyer sur le téléphone? En fait, on l'a pas indiqué, mais nous, quelque part, on considère que les données commencent à être fiables à partir du moment où elles sont dans l'environnement du PVID. Et en fait, le PVID, ce qui voit arriver, c'est une vidéo. Si le PVID voit arriver quelque chose qui lui dit c'est bon, j'ai déjà vérifié au niveau du téléphone, t'as pas à refaire de vérification supplémentaire, ça ne marche pas. C'est pas ça la philosophie du référentiel. Le téléphone, c'est un capteur, ça permet de récupérer de la vidéo, ça permet de récupérer des informations, de le pousser dans le PVID. À partir du moment où ça franchit un peu caricaturellement la barrière du système d'information du PVID, on peut commencer à faire des traitements intéressants. Donc une technologie d'un constructeur donné implémentée au sein d'un PVID, opérée correctement,
pourquoi pas? Et là, quel que soit le constructeur, on n'a pas forcément d'avis tant qu'on l'a pas évalué. C'est l'évaluation qui montrera si c'est fiable ou pas. Une technologie d'un constructeur, quel qu'il soit, implémentée côté client sur un téléphone, quel que soit le résultat que ça nous donne, on ne saura pas l'exploiter au niveau du PVID parce qu'on peut, par principe, pas avoir confiance dans l'environnement côté utilisateur. Ce qu'on imagine être un téléphone, ça peut être une ferme de serveurs qui trafique complètement les données qui sont récupérées. Enfin, là, j'ai du mal à voir la différence, par exemple, entre une vérification de carte à puce, enfin de carte d'identité électronique avec une carte à puce, ou une vérification d'éléments, enfin de secrets stockés dans un TE sur un téléphone portable déverrouillé avec une empreinte digitale. Finalement, il y a peut-être plus d'informations dans le déverrouillage par empreinte digitale que dans le code PIN qui va être tapé sur la carte d'identité. On parle pas de la même chose là en fait. Un PE, un TE. Un Trusted Execution Environment, c'est-à-dire un équivalent d'une carte à puce intégré directement dans le composant électronique du téléphone. Ouais, mais en fait, un PVID ne va pas s'appuyer là-dessus. Là, quand on commence à parler de carte à puce ou de TE, on parle de la phase d'authentification, où on a préalablement vérifié l'identité de quelqu'un et on lui a donné les moyens de reprouver son identité après coup parce qu'il a un composant sécurisé, parce qu'il a un code PIN. Effectivement, si on est dans cette situation-là où on a quelque chose de certifié ou d'évalué côté utilisateur, qu'on considère comme fiable. L'exemple typique, c'est la carte bancaire, où j'ai ma carte à puce, j'ai mon code PIN, je vais pas remontrer ma carte d'identité à chaque fois que je retire de l'argent sur un gap, ça n'a pas de sens. À partir du moment où on est dans ce cas-là, effectivement, on va pas vérifier toute la chaîne, mais dans ce cas-là, le PVID il n'intervient pas. Le PVID il intervient quand on est dans un contexte où on n'a pas ça, où on n'a pas ce code PIN, où on n'a pas une clé dans un composant sécurisé, où on a juste son titre d'identité, qui aujourd'hui n'est pas protégé par un code passe, par un mot de passe. Le seul moyen de vérifier qu'un titre d'identité est bien le mien, c'est de vérifier que ma tête correspond à ce qui est sur le titre d'identité. Et c'est dans ce cas-là qu'on va s'appuyer sur un PVID, et dans ce cas-là, le PVID ne peut pas faire confiance à ce qui est du côté de l'utilisateur, parce qu'en fait, on n'a aucun élément de confiance côté utilisateur qui a été vérifié précédemment. Et ça, on le précise bien dans les champs d'application du référentiel. C'est au tout début, on précise bien que la vérification d'identité à distance, elle se base pas sur d'autres mécanismes que la comparaison du visage. C'est un point vraiment important. Oui, mais en fait, j'insiste sur les aspects technologiques parce que la technologie évolue. Aujourd'hui, quand je regarde un stream d'Harvey le renard, c'est parfaitement crédible en matière d'expression faciale ou de body language, sauf que c'est un renard bleu. Demain, rien n'empêchera de faire la même chose. Les systèmes de réalité virtuelle et face rig et autres sont quand même assez élaborés. Et donc je pense que c'est pour ça que j'essaie de savoir jusqu'à quel point le référentiel pose des limites techniques ou est complètement agnostique de la technique et va pouvoir s'adapter aux évolutions futures. Je comprends bien votre question, mais typiquement, on en revient au grand principe de notre référentiel. Il y a plusieurs industriels qui nous ont sollicité à plusieurs reprises au moment de la construction de celui-ci pour savoir si on pouvait se baser sur justement des solutions 100% algorithmiques. Aujourd'hui, en tout cas notre position du côté de l'ANSSI, et c'est les grands principes de notre référentiel, c'est que la réponse a priori aujourd'hui c'est non. Donc c'est en ce sens qu'on a vraiment choisi le caractère hybride et qui est une vérification humaine qui soit faite en cas de verdict succès. C'est-à-dire que si jamais au moment de l'enrôlement et de la partie algorithmique, on a décidé, l'algorithme a jugé que finalement la personne qui était derrière son téléphone n'était pas légitime, on n'oblige pas forcément qu'il y ait un contrôle opérateur. Là, c'est l'industriel qui choisit à quel degré il met la limite. Mais par contre, si l'algorithme dit oui, on veut qu'il y ait un second filtre qui soit fait par un humain, côté back-office, et qui puisse checker si la personne, c'est pas c'est pas un avatar en bleu, etc. Et peut-être pour compléter là-dessus, alors déjà le référentiel il pourra bouger. Vous avez bien noté qu'il est publié sur le site de l'ANSSI, il n'est pas annexé à un texte réglementaire, donc il y a quand même une certaine agilité pour le faire évoluer, avec une responsabilité à notre niveau de ne pas le faire bouger tous les 3 mois pour pas flinguer tous les PVID qui essayent de passer des certifications, mais si on surveille l'évolution de l'état de la menace et de l'état de la fraude et qu'on voit que soit le référentiel est trop 10 ans, soit pas assez 10 ans, on pourra le réajuster. Donc ça, c'est un premier point. Et comme le disait Hugo, quelque part, l'opérateur humain, ça nous protège un peu. Ça veut dire que si on a mal ciblé le niveau d'exigence ou mal évalué l'algorithme,
bon, on a toujours un humain dont on peut espérer que s'il fait bien son boulot, il va quand même détecter un certain nombre de choses. Faut rappeler que PVID, ça vise quand même à remplacer des contrôles d'identité physique qui sont de base faits par des humains. On n'a jamais eu la prétention de toute façon de faire mieux que ce que fait aujourd'hui un humain dans un guichet. On sait que risque zéro n'existe pas. Puis pour compléter Romain, parce que c'est important, on est quand même sur quelque chose qui découle de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Donc on est quand même sur un cas particulier où on veut quand même essayer de diminuer le risque au maximum sur ces sujets, en tout cas de faire améliorer les choses. Enfin, moi j'ai quand même plus confiance dans l'algorithme que dans l'humain à la fin, parce que l'humain est aussi un système d'apprentissage, sauf qu'il a appris par rapport aux gens qu'il connaît et à l'environnement dans lequel il se trouve. Donc aujourd'hui, si je te croise dans la rue, toi, je vais pouvoir te reconnaître, mais on va dire des visages avec lesquels j'ai été moins familiarisé. Voilà, l'humain, il est corruptible. Hein. L'algorithme, c'est plus dur. Non, mais le concepteur de l'algorithme est corruptible. L'algorithme, il est attaquable et truandable. Alors là, pardon, chaque système a ses failles. L'humain peut se tromper et l'algo, on peut le blouser. Alors, excusez-moi, ça fait 4 ans que je vous écoute avec toutes les truandes qui sont possibles dans les systèmes d'information, qu'on ne vienne pas me dire que les humains sont infaillibles et que la technologie est infaillible. Ça n'est pas vrai ni dans un cas. Vous voyez, rien que là, quand on en discute, on a des avis divergents. Ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, sur le côté hybride, je vais un peu enfoncer une porte ouverte, mais l'idée, c'est d'essayer de marier ce que fait le mieux l'algorithme et l'humain, et de s'assurer qu'in fine, on a une vérification d'identité à distance qui a été suffisamment robuste pour le cas d'usage souhaité. Ouais. Et peut-être pour revenir sur le point technologique, tu as beaucoup insisté sur l'usage de puces, de TE, etc. Typiquement, c'est quelque chose qu'on considère lorsqu'on dit que pour le niveau élevé, on veut s'appuyer sur des données qui sont dans la puce. Où effectivement, si pour le niveau élevé, on récupère des données signées dans un composant sécurisé dont on est sûr que les données sont intègres, donc photographie, données d'identité, d'état civil, etc. Là, on est dans un cas où on n'a pas besoin de rajouter une surcouche d'opérateurs pour vérifier que le document d'identité est authentique. On a des mécanismes cryptographiques qui vont bien. Pour le coup, là, on est dans notre zone de confort absolu côté ANSSI pour évaluer ce genre de choses. On n'a pas besoin de remettre une surcouche opérateur. Là où aujourd'hui on ne se voit pas la supprimer, en tout cas en l'état actuel des choses, c'est sur la récupération de l'image du visage de la personne, où là notre tête elle est sur notre cou, elle n'est pas dans une puce, elle n'est pas signée cryptographiquement, et à un moment donné il faut bien récupérer une image et s'assurer qu'elle est à peu près authentique, quoi. En termes de marché, vous pensez qu'il y aura combien de certifiés PVID ? Combien ? Malheureusement, alors, je vais enfoncer une porte ouverte, mais ça ne dépend pas de l'ANSSI, ça dépend des industriels qui vont venir déposer des dossiers, donc ça c'est une réponse facile. Bon, Hugo, tu sors. Non, mais a priori, oui, on va avoir un certain nombre d'acteurs. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que on va pas citer d'acteurs parce que c'est pas le but de l'ANSSI, et plutôt de... Oui, mais entre 10, 50, 100... Bon, la dizaine... Non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui est intéressant, c'est que plutôt de savoir quels sont les acteurs qui viennent se positionner sur ce type de marché. Il y a à la fois vraiment des pure players qui, pour leur rôle, c'est la vérification d'identité, c'est leur métier, et donc ils sont forcément intéressés pour mettre en valeur leur métier avec ce type de visa de sécurité. Donc ça, c'est des acteurs qui vont se positionner là-dessus. Il y a des acteurs, pareil, pure players, mais là, pour le coup, très focalisés sur les établissements financiers qui sont également intéressés pour venir se positionner sur ce type de visa. Il y a aussi des grands acteurs de la cybersécurité qui ont dans leurs grands clients des établissements financiers et qui souhaitent se mettre en ordre de marche vis-à-vis de la réglementation. Et ce qui est surtout intéressant, et ce qu'on a dit à plusieurs reprises pendant notre entretien, c'est que comme il n'y a pas encore de cadre à part le nôtre à l'échelle européenne, on a des acteurs également européens qui viennent se positionner et qui sont intéressés par ce qu'on fait. Alors il y a une autre manière de répondre... comparée à celle d'Hugo. Elle était très politiquement correcte, la mienne. Non, mais Hugo, tu fais ton boulot, donc j'ai rien à dire là-dessus. Maintenant, moi, côté économique, je vais vous éclairer une autre manière de voir les choses. Les pure players, les industriels, les machins, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est comme pour la signature électronique. C'est combien ça va coûter à l'unité. Donc, il y a des gens qui vont arriver, qui vont dire « Moi, je sais faire pour mes services parce que je suis... » une grande entreprise qui fait de la cybersécu, qui fait de la vérification de paiement, tout ce qu'on veut, auquel cas la solution est internalisée, et le coût n'importe peu. Bon, oui, on va regarder un peu combien ça coûte, mais oui, Johan, on est d'accord, le coût va compter, mais si on a envie d'être un pure player, on va mettre les moyens derrière. Par contre, quand on a envie d'être le sous-traitant,
Là, on va voir combien on peut sortir de vérifications à la semaine, à la minute, au mois, je dis n'importe quoi. Et là, quand on intervient comme sous-traitant, là, il y a moyen de faire du business, auquel cas, la solution peut se répandre avec peut-être que 3 acteurs, mais qui seront capables d'agir soit en frontal, soit en sous-traitance, soit il y aura une multitude d'acteurs, mais comme on l'a vu pour les PASSI. Okay, c'est une question d'opportunité économique aussi. Maintenant, on voit bien que quand il s'agit de sécuriser des paiements et qu'il y a des directives européennes, des normes nationales là-dessus, le marché il va vite se faire. Moi, tout ce que j'ai compris en lisant la norme, c'est tout de suite, il y a tous les établissements bancaires, financiers, les assurances et compagnie, tous ils vont y passer. Parce qu'il y va de leur propre assurance et de la garantie qu'ils offrent à leurs clients. Donc c'est une norme qui de toute façon va prendre. Maintenant, est-ce qu'il y aura 3 ou 22 acteurs? Ça Moi, je ne sais pas. ça sera sous-traité majoritairement par des prestataires. Voilà. Il faut pas oublier Voilà. que le métier d'un établissement financier n'est pas de tout faire en interne, mais d'avoir des process industriels qualifiés. C'est aussi l'avantage du PVID. Voilà. Il y aura, même pour la majorité des grandes banques, il y a ce qu'on appelle les moyens de paiement, ce qu'on appelle les usines internes pour les moyens de paiement. Est-ce que ça sera internalisé? Ça, je peux pas le dire, mais aujourd'hui, quand je vois la tendance, c'est plus à l'externalisation de ce type de service qui n'a pas de valeur ajoutée réellement. En tout cas, là-dessus, sur ce point-là, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, pareil, là, on a été agnostique, c'est-à-dire qu'un service qui est internalisé ou externalisé, qui fait appel à de la sous-traitance, etc., il est évalué de la même manière. Et tout Exactement. Puis les grandes entreprises, le fait de devoir réévaluer tous les 2 ans, voire tous les 1 an, ce genre de choses, c'est le sous-traite, quoi. Il n'y a pas de valeur ajoutée, quoi. Ok, est-ce que l'un d'entre vous souhaiterait apporter le mot de la fin? Peut-être essayer de dire un mot pour l'ANSSI, de résumer très rapidement ce qu'on s'est dit. Je pense qu'il y a 4 choses à retenir avec ce référentiel. La première chose qu'on a souhaité faire, c'est d'essayer de poser un cadre d'exigence pour permettre une vérification d'identité à distance. Donc, parce que dans le contexte du Covid, etc., on a remarqué qu'il y avait de plus en plus ce besoin et on a été sollicité par le cadre réglementaire pour faire ça. Donc on a été sollicité, on a essayé de monter ce référentiel-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on l'a construit avec l'écosystème. Donc on a partagé avec les industriels, on a essayé de solliciter nos homologues pour le construire. Il est perfectible très certainement, mais c'est déjà une belle première pièce à l'édifice. Ces grands principes, je vous invite à lire le référentiel, c'est PVID, vous le trouverez, PVID Annecy, donc vous pourrez trouver tout le contenu dedans, mais il faut retenir 2 choses, on en a parlé pas mal pendant le podcast, c'est hybride, dynamique. Hybride, on veut que quoi qu'il arrive après les vérifications algorithmiques, il y a un humain qui donne le verdict. Et dynamique, on veut une capture vidéo du titre et de l'identité de la personne. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour les industriels, c'est intéressant parce que ça amène à un visa de sécurité de l'ANSSI et ça permet d'adresser différents marchés, les établissements financiers, IDAS sur les moyens d'identification électronique et les services de confiance, et que l'ANSSI, on fera comme on peut avec nos petites mains et notre bande passante pour le pousser à l'échelle européenne. Hugo, Romain, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.